arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis très content parce que nous allons parler d'un cinéaste qui s'appelle Yasujiro Ozu, un livre, Ozu et nous, de Nathalie Azoulay et de Serge Toubiana, édité chez Arléa. Le voici, ce livre. Vous pouvez trouver d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo un lien, vous cliquez dessus, vous tomberez sur le livre pour vous le procurer. Je remercie d'ailleurs Brigitte Semler pour l'aide apportée à la conception de l'émission. Alors je répète pour celles et ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas vous connaître quand même, Nathalie Azoulay est romancière et lauréate du prix Médicis 2015 et Serge Toubiana est écrivain, président d'Unifrance où il a été directeur de la Cinémathèque française, critique au Cahier du cinéma et je rajoute parce que ça n'est pas noté, un oubli peut-être que vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 74 et 91-92 si je me trompe pas, mais que vous êtes resté quand même au Cahier jusqu'en 2000. La première question extrêmement basique, pourquoi Ozu? Parce que c'est moi qui ai proposé à Nathalie de faire ce livre dialogue, ce livre conversation entre elle et moi, parce que je connaissais un peu Ozu, bon, honnêtement pas très bien, et puis il y a 2 ans, à Noël 2019, je crois, avant le Covid, je suis parti en vacances dans ma maison en Bretagne et j'ai emmené le coffret Ozu, il y a à peu près 20 films dedans. Et j'en ai regardé 4 ou 5 tous les soirs chez moi, comme ça, dans ma maison de vacances. Et j'étais émerveillé, bouleversé. C'était comme une redécouverte, une vraie découverte. Sincèrement, une découverte. Je suis rentré à Paris et puis on s'est croisé à une exposition, tu te souviens, de notre amie Alice, de photos, rue de Médicis à Paris. Et j'ai dit, tu sais, ça t'intéresserait qu'on fasse un livre ensemble? Et je tombais juste parce que Nathalie a un rapport très fort au Japon. Elle adore le Japon. Tu connais le Japon, quoi? Bah, un peu. Tu as été, non? Je l'adore, mais un peu, oui, d'accord. J'y suis allée. Elle y a été, bon, moi aussi. et je crois qu'elle m'a dit oui, comme ça, par curiosité. Et la règle du jeu était très simple, c'était avant le confinement, mais ça s'est très bien adapté quelques semaines plus tard au confinement. Écoute, on regarde chacun chez soi le même film d'Ozu, on prend au hasard n'importe quel film, on fait pas d'ordre chronologique, chacun regarde le même film et on s'écrit. Donc c'est un livre qu'on a conçu d'emblée comme une conversation par mail, soit elle commençait, soit je commençais, et puis on se répondait. Voilà, c'était une espèce de conversation très courtoise et amicale, pas savante. On n'avait pas l'ambition d'être savant parce qu'on n'est pas savant, on ne connaît pas très bien le Japon, c'est tellement compliqué de comprendre le Japon, la culture, la civilisation, les habitudes, les coutumes. Mais j'avais cette intuition que Nathalie a partagée très vite, c'est que l'entrée par les films d'Ozu nous donnait accès à quelque chose à la fois de sacré, de très ritualisé, de merveilleux, et qu'il fallait qu'on soit, nous, un peu les témoins de notre propre émerveillement. Voilà. Alors, pour ma part, je confirme tout ce qu'a dit Serge, évidemment. Moi, j'avais découvert Ozu 2 ans avant cette invitation à le regarder et à le commenter ensemble, à l'occasion d'une très mauvaise période dans ma vie, qui était la mort de ma mère. Et pendant qu'elle était à l'agonie, en fait, il y avait une rétrospective au Champollion qui donc montrait pas mal de films d'Ozu. Et un peu par hasard, je me suis retrouvée à y aller très régulièrement après avoir veillé ma mère toute la journée. En fait, j'entrais le soir dans le monde d'Ozu comme dans un monde qui me réconfortait, qui me mettait vraiment du baume au cœur. Et vraiment, ça a marché et ça m'a aidée. Et en fait, j'ai eu envie de faire quelque chose de ce moment-là. J'avais d'abord eu l'idée d'organiser un roman autour de cette histoire. Et puis ce roman, pour X raisons, ne s'est pas fait. Et donc, quand Serge m'a proposé de travailler ensemble sur cette question, je me suis dit, en fait, voilà, c'est peut-être à l'occasion de cette proximité amicale et intime, finalement, que je pourrais exprimer ce que j'ai vécu à ce moment-là.
Et donc, j'ai accepté très naturellement de participer à cette conversation. Mais est-ce que cette conversation, elle aurait vraiment eu lieu s'il n'y avait pas eu tout ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire d'une part le confinement, le décès malheureux de votre maman, mais aussi peut-être pour vous, Serge Toubiana, de redécouvrir ce cinéaste après des années, des décennies aussi de travail au niveau de la critique. Ça, je pense que ça peut être aussi, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, on a, par exemple pour vous, Serge, d'avoir travaillé en tant que critique de cinéma, et qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi vous démarquer de cela, de cet exercice critique, et de travailler autrement le cinéma. Vous avez absolument raison. Moi, je sais que maintenant, depuis que j'ai quitté les cahiers du cinéma, vous l'avez dit, en 2000, j'ai quitté la Cinémathèque en 2016. Ce sont des décisions que j'ai prises moi. Personne ne m'a demandé de partir, mais j'ai senti qu'il fallait que je m'envole ailleurs, que je prenne. Et c'est vrai que, si vous voulez, vous touchez du doigt un point très sensible pour moi, qui est que pendant toutes ces années où j'ai soit été critique, soit directeur de Cinémathèque, j'ai pas écrit de livre parce que j'étais très occupé, très pris par l'activité, soit de critique, soit de directeur d'institution cinématographique. Et donc j'avais une sorte de frustration. Et depuis que j'ai quitté la Cinémathèque, il s'est passé des événements intimes. Ma compagne est décédée en 2017. Et en fait, j'écris beaucoup plus qu'avant. Et ce sont des livres. Il se trouve que ce sont des livres parce que j'ai envie aussi de laisser des petites traces comme ça, un peu modestes. Mais c'est surtout que sur Ozu, j'avais une vision très superficielle, en fait. Et c'est vrai de beaucoup d'autres grands cinéastes du cinéma international mondial. Je n'ai souvent qu'une vision un peu superficielle parce que je survole ou je faisais travailler d'autres gens, je faisais écrire des critiques à d'autres gens, d'autres amis, hommes ou femmes d'ailleurs, au cahier. Et à la Cinémathèque, je dirigeais, il y avait un programmateur, il y avait des expositions, j'en ai fait certaines, mais pas beaucoup. Donc j'ai envie maintenant, depuis que je suis un peu libre de mon temps, et surtout n'ai plus le souci de porter sur mes épaules fragiles et frêles une institution ou une équipe, d'aller plus profond, quoi, d'avoir un rapport plus intime avec des objets. Alors, Ozu, c'est un objet, c'est un auteur, c'est une filmographie, d'ailleurs qu'on connaît en partie seulement, Nathalie et moi, parce qu'il y a beaucoup de films d'Ozu qu'on ne connaît pas, qui sont perdus, qui ne sont pas disponibles en France. Mais si vous voulez, c'est un rapport plus... On a envie de creuser un peu, de s'impliquer davantage. Et surtout, à travers l'œuvre d'Ozu, et ça on l'a senti très vite avec Nathalie, c'est que chez Ozu, il y a à la fois une familiarité singulière et une étrangeté en même temps. On n'a pas tous les codes et ces codes nous interpellent et on a envie de dialoguer avec, de les saisir, de les comprendre, de voir en quoi ils touchent profondément à l'humain. Voilà. Alors, quant à moi, je pense que sans l'expérience personnelle que j'ai eue, je ne me serais pas avancée dans cette histoire parce que, en général, ce qui m'accroche à une histoire, c'est la répercussion intime qu'elle provoque en moi. Et finalement, quand j'allais voir les films d'Ozu, je rentrais dans un monde de la famille où les liens affectifs étaient très très forts et en même temps très étrangement pudiques et retenus et pas du tout expressifs comme on a l'habitude, nous, de les mettre en scène dans le cinéma occidental. Là, tout est évidemment à déchiffrer. Et pourtant, ce sont des liens viscéraux et les parents et les enfants n'arrivent pas à se séparer. En fait, c'est sans arrêt cette histoire-là qui est remise en jeu dans les films d'Ozu. Et donc, cette difficulté de la séparation et cette force, cette intensité de l'attachement qui ne se voit pas, je pense que c'est avec ces deux choses-là que moi j'ai travaillé, puisque je vivais ça dans cette séparation qui est un deuil. Et je pense que c'est ce qui m'a accroché profondément. Et comme dit Serge, à la fois devant les films d'Ozu, on est très proche, mais on est très très lointain. C'est-à-dire qu'on est tout le temps confronté à une énigme, puisqu'on comprend, on saisit des choses, on capte, et en même temps tout nous échappe parce qu'on ne comprend rien à cette civilisation, à ces codes d'échange entre les gens d'une même famille ou même entre des amis. Et donc, on est en fait très excité par ce film, par cette filmographie qui a l'air très calme et très paisible. Mais en fait, elle est très excitante pour des Occidentaux parce que l'intelligence est sans arrêt sollicitée pour comprendre, pour voir au-delà des signes et pour tenter de percer le mystère qui, d'ailleurs, jusqu'à la fin, se dérobe.
C'est vrai qu'il y a une transparence dès le début du livre. Vous, Nathalie, par exemple, dès le début du livre, vous dites, mais est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'on peut être comme eux? C'est vraiment des questions qui vous traversent. Parce qu'en plus de cela, dans certains films d'Ozu, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des connexions avec l'Occident. À un moment, il y a une conversation autour de Jean Marais qui est juste géniale, où vous demandez à Serge, mais dis-moi, Serge, est-ce qu'il savait que Jean Marais était homosexuel? Enfin, il y a des moments, c'est ça que je trouve très, très beau. Et qui effectivement c'est pas forcément de l'ordre du savant comme vous disiez Serge, c'est qu'on a cette capacité, on a cette sensation qu'on est avec vous alors que vous n'êtes pas physiquement ensemble, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux autour de votre ordinateur et que à un moment finalement cette conversation c'est aussi une manière un peu de regarder votre société. Merci parce que c'est exactement ce que, enfin, c'est pas l'effet qu'on souhaitait créer ou susciter, mais c'est ce qu'on a vécu ensemble. Après, le confinement nous a rejoints. Le confinement est arrivé en mars et on était en train de finir. Donc, et d'une certaine manière, le confinement, il y a quelque chose de l'ordre du confinement dans l'œuvre d'Ozu parce que si vous voulez, je me hasarde peut-être à une idée un peu générale, mais chez Ozu, ce qui nous fascine aussi, Nathalie et moi, c'est qu'il y a une violence dans les rapports. Mais cette violence, elle est arrondie, elle est adoucie, elle n'est jamais ouverte. C'est pas une plaie ouverte. La famille, la séparation, comme tu l'as dit, les filles doivent à un moment donné quitter leurs parents et souvent leur père, veuf. Shishu Ryu, l'acteur fétiche qui joue le père, toujours un peu à la fois sage, extrêmement lucide. Setsuko Hara, l'actrice fétiche de Ozu, cette femme merveilleuse, cette actrice merveilleuse, à un moment donné, s'interroge, faut-il aller se marier ou rester près de son papa? Et souvent, elle décide de rester près de son père le plus longtemps possible au risque de rater sa vie. Donc, il y a de la violence. Mais cette violence, elle est codifiée. Elle est codifiée par la société japonaise, la société familiale japonaise. Et ça, pour nous, c'est très différent de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu l'une ou l'autre, ou ce que vous avez vécu vous-même. À un moment donné, quitter sa famille, ça fait partie de notre vision des choses. Chez Ozu, c'est différent. Et c'est mystérieux, mais c'est envoûtant en même temps. On se dit, mais pourquoi reste-t-elle au prix de rater sa vie? Parce qu'elle aime son père au-dessus de tout. Elle est prête même à s'allonger, à dormir à côté sur un tatami voisin. On s'est dit, mais est-ce que c'est incestueux? On s'est posé la question avec Nathalie. Il semble que non. Il semble que non. Chez nous, oui. On ne voit pas une femme de 25 ans ou 30 ans dormir dans la même chambre que son père ou que ses parents. Vous voyez, tous les codes chez Ozu sont à interroger parce qu'ils recèlent une poétique, si vous voulez, une poétique du cinéma qui nous est à la fois éloignée, mais qui nous fascine, qui nous séduit, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, on comprend sans comprendre, et on est tout le temps obligé de faire un exercice d'accommodation, finalement, comme en optique, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose. Cet exemple est frappant, c'est-à-dire elle s'allonge à côté de son père dans Printemps tardif, et pour nous, évidemment, on se dit, tiens, c'est bizarre, et puis les Japonais vont vous dire, mais non, c'est comme ça, dans les familles japonaises, on dort ensemble parce que les espaces sont petits et qu'il n'y a pas ces tabous-là dans les esprits. Donc, c'est intéressant parce que nous, on confronte nos propres habitudes avec les leurs. Parfois, c'est une confrontation de laquelle on tire quelque chose. Parfois, on reste un peu quoi et on ne sait pas très bien quoi en faire. Et finalement, ce livre, c'est ça. C'est sans arrêt une interrogation rejouée de film en film pour essayer de nous comprendre, nous, à travers cet univers qui est projeté. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, hein, parce que dans Ozu et nous, il y a à la fois ce partage et puis ce mystère, et puis cette confrontation Orient-Occident, ce Japon qui est en train de changer, qui se rapproche de nous, parce qu'au fur et à mesure de la filmographie, il y a de l'Occident qui rentre et des habitudes qui évoluent, c'est-à-dire les femmes évoluent, les vêtements évoluent, les villes changent, les objets, les références, tout change. Mais globalement, quand même, le traditionnel reste très fort et on voit la confrontation à l'intérieur des films entre cette tradition japonaise très forte, ces rapports familiaux qui sont codifiés et en même temps qui se frottent à de nouvelles libertés, à de nouveaux horizons. Et c'est comme si
se confronter, nous, finalement, aux personnages qui vivent ces histoires-là. Mais ce qui est passionnant, c'est aussi de se dire d'où l'on voit les films. Bah oui, puisque avec Ozu, forcément, on voit, enfin nous, occidentaux et français, on voit depuis un point qui est très, très, très éloigné de ce que pouvait être son point de vue à lui. Et pourtant, il y a des croisements. Pourtant, on comprend pourquoi... enfin, on comprend sans comprendre. Par exemple, ces filles qui ne veulent pas quitter leur père, aujourd'hui, chez nous, on dirait elles sont névrosées, les pauvres filles, elles n'arrivent pas à saisir leur liberté, leur vie d'adulte, etc. Ce qui doit être en partie vrai, même du point de vue des Japonais. Mais il n'empêche qu'il y a un attachement qui se montre et qui est quand même très compréhensible pour nous. C'est-à-dire que c'est très bizarre de quitter sa famille, c'est très bizarre de se lancer dans la vie, de quitter son refuge, son nid. Et nous, on prend ça un peu avec de la hauteur aujourd'hui parce que Freud est passé par là, la libération des mœurs, etc. Mais il n'empêche que quand on se met à cette hauteur-là, dans ce point de vue-là, on rejoue des choses dans sa propre intimité et finalement, ça nous touche très profondément. De toute façon, là, j'approuve totalement ce que dit Nathalie. Et le mot auteur, c'est vraiment le mot phare pour comprendre l'œuvre d'Ozu. Il faut se mettre à la bonne hauteur. Lui, dans ses plans, se met à une certaine hauteur. Alors, on a dit ça, ça fait partie du jargon critique et un peu patrimonial, c'est à hauteur de tatami. On disait Ozu filme à hauteur de tatami. Mais c'est pas faux, parce que quand on voit les plans, quand on voit vraiment chaque plan de ces films, quand le père rentre de son travail, il y a un rituel. La femme l'attend avec le kimono, il enlève son costume occidental, il porte le kimono et il vient s'asseoir. Et la caméra est à hauteur de tatami. C'est vraiment un rituel absolu, c'est-à-dire que c'est un rituel de civilisation, mais à ce point bien capté, bien inscrit dans le cinéma, dans l'écriture du cinéma, c'est quand même quelque chose de très puissant chez Ozu. Et il n'a jamais dérogé à cette règle-là. C'est un cinéaste de la tradition avec des audaces. Et comme tu l'as dit, Nathalie, vers la fin, les derniers films en couleur sont extrêmement modernes. 60, 58, 61. On voit quand même que l'évolution, tu l'as dit très bien, l'évolution du Japon. Bonjour est un film qu'on adore, par exemple. On voit l'électroménager qui arrive, emprunter de l'argent, prêter de l'argent à ses enfants. Il y a tout un trafic comme ça qui se fait entre tradition et modernité que Ozu a très très bien capté parce qu'il était, moi j'emploie un mot un peu bizarre, mais c'était comme un sismographe du Japon, quoi. Il enregistrait l'évolution de son propre pays, de sa propre culture, de sa propre civilisation, comme un homme, non pas contraint parce que c'est un artiste, mais excité par l'idée d'intégrer ça dans son œuvre, dans ses récits, dans ses fictions. Et ça aussi, c'est un point de modernité essentiel. C'est un cinéaste de la tradition, mais il n'a pas raté ce passage à la modernité, qui est le passage de la fin des années 50 dans tout le cinéma du monde. Au Japon, en France, la nouvelle vague, au Japon, la nouvelle vague japonaise, qui va arriver, qui va déferler. Il en est le contemporain juste avant sa mort. Mais qu'est-ce qu'il serait devenu après Oshima et tous les grands cinéastes japonais des années 60, je ne sais pas, mais tout ça était quand même un continent relativement inconnu. Ozu, on connaissait peu en France. On a mis beaucoup de temps à découvrir Ozu en France, bien plus que les Américains ou les Anglo-Saxons en général. Et pour moi, ça reste encore c'est un monument de cinéma. Enfin, c'est un continent de cinéma. Et nous, on s'est amusé à naviguer, voilà, à prendre un film du muet au parlant, en revenant au muet, en revenant au parlant, la couleur, la modernité. Est-ce qu'il a vu les films de Jacques Tati? On se posait la question. Rien ne le prouve. Et on a beau lire dans le gros pavé de ses carnets intimes. Par contre, en revanche, il a beaucoup vu des comédies américaines. Et ça, je trouve que c'est très important. Lubitsch, entre autres, McCarrey et d'autres. Et je pense, moi c'est mon hypothèse, c'est qu'il a voulu, comme à l'égal des Américains, de la comédie des années 30-40, créer une sorte de genre qui serait la comédie du mariage ou du non-mariage japonais de film en film, en respectant la tradition japonaise, les codes, et tout ça est passionnant, avec des grandes fêlures, qui est la défaite de l'armée japonaise. Ça traverse aussi son œuvre, la honte,
Il y a des scènes dans certains de ces films où on voit les hommes saouler la gueule dans les bars japonais avec la tristesse et la mélancolie ou la nostalgie d'avoir perdu, quoi. C'est un peuple qui a perdu. Et ça fait aussi des hommes bizarres, une armée défaite. Il y a des enfants morts à la guerre, ça aussi, ça parcourt souvent son œuvre. Hein. Belfils, on apprend incidemment et très délicatement qu'il a disparu, qu'il est mort à la guerre. Tout ça est fait avec, c'est tissé de façon extrêmement, la maille est très très serrée chez eux. Voilà, c'est très très fort. Y compris dans les paysages, on voit les paysages évoluer, on voit la misère un peu parfois néo-naturaliste arriver. Et par exemple, pour reprendre le film Bonjour, c'est vrai qu'on voit la misère des villes, on voit la misère de ces faubourgs, de cette banlieue, c'est un peu indéterminé. Et on voit ces enfants sur cette butte avec des espèces de HLM, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas des immeubles en construction qui sont pas terribles. Et on voit donc cette société prendre à la fois de la modernité, mais aussi perdre un peu de ses paysages et de ses valeurs. Et donc, ce sont des transitions qu'il a extrêmement bien montrées parce qu'il les montre avec beaucoup de subtilité. C'est jamais massif, c'est jamais démonstratif, il n'y a pas de discours. Et c'est aussi ça la beauté d'Ozu, c'est que c'est très pudique, c'est très, voilà, c'est tout en subtilité, en nuance et en finesse. Et c'est décidé, voilà. Et les trains qui parcourent. Les gens vont travailler à Tokyo, mais ils n'habitent pas Tokyo. La grande ville. Quand un personnage, un homme, un cadre dans une entreprise est muté dans une ville quelconque du Japon, c'est perçu comme un peu, pas une défaite, mais comme un déclassement, vous voyez. Tout ça est très discret. C'est pas idéologique, Ozu. Il n'y a aucun point de vue idéologique. Jamais. C'est pas son souci du tout. C'est un artiste sensible, mais nous, à nous, ou à d'autres, mais à nous aussi, Nathalie et moi, non seulement d'interpréter, mais de décrypter, de comprendre un peu les significations, les signes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un cinéaste des signes, voilà, au sens. C'est très cavellien d'ailleurs quand vous dites les signes, le rapport à la signification, parce que Stanley Cavell, vous le savez mieux que vous, a beaucoup travaillé sur ça, sur la signification. Et d'ailleurs vous le nommez dans le bouquin par rapport à la. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de Stanley Cavell qui est assez incroyable. Il y a des connexions comme ça. Et puis il y a aussi une autre connexion, c'est celle de François Truffaut qui est très souvent utilisée dans le livre et d'ailleurs qui même se termine. Je crois que vous, Nathalie, vous terminez le livre en parlant de baiser volé, domicile conjugal que vous revoyez. Et mais c'est très intriguant de parler de Truffaut. Je ne sais pas si Truffaut avait aimé les films d'Ozu, j'en sais rien. Et enfin, c'est assez beau en même temps. Il n'a jamais écrit sur Ozu, ça. Ah oui. C'est-à-dire que pourtant Truffaut a beaucoup écrit quand il était critique, puis même après, quand il est devenu cinéaste. Dans Art, entre autres, beaucoup. Et le recueil est sorti chez Gallimard, des écrits de Truffaut dans Art, mais Truffaut qui était si à l'affût du cinéma mondial entre 52, 53 et 57, 58, avant de faire les 400 coups, ben Ozu est pas dans son radar, vous voyez. Et c'est vrai des cahiers du cinéma en général. Et la seule référence que j'ai proposée à Nathalie, c'est un texte de Henri Langlois, écrit au début des années 60, où il fait une rétrospective Ozu, pas complète, mais il fait une rétrospective Ozu et il écrit que pour lui, Ozu est l'égal de Kurosawa, de Mizoguchi, donc l'égal des plus grands. Et pour moi, c'est le seul signal occidental et français de quelqu'un qui a su voir les films d'Ozu, vous voyez. Mais j'ai cherché dans les cahiers du cinéma, il y a pas de traces, quoi. Et ça veut dire qu'ils sont passés à côté, mais surtout, ça veut dire que Ozu était un produit purement intérieur au Japon. C'était un cinéaste pour japonais. Ozu à Cannes, jamais. Ozu à Venise, jamais. Alors que c'est des grands films. Bonjour aurait pu être dans un grand festival. Donc c'est vraiment parce que son studio, la Shoshiku, a dû considérer que c'était un cinéaste à qui on faisait confiance, qui a fait beaucoup de films. Il en faisait un par an et parfois 2 tous les 3 ans. Donc très prolifique,
mais à usage strictement interne, pas du tout pour l'international. Contrairement à Kurosawa, à Mizoguchi, qui ont été à Venise, qui ont reçu des grands prix. Donc ça aussi, ça nous interpelle. On se dit, bon, s'il est que pour les Japonais, faisons en sorte qu'il soit aussi pour nous. Voilà. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre. C'est vrai qu'il ne devait pas être très exportable à l'époque et qu'il devait être perçu de manière un peu trop domestique. C'est-à-dire que pour la nouvelle vague, ces histoires de parents, d'enfants, sans aucun romantisme amoureux, sans aucune verticalité religieuse, sans conflit ouvert et sans modernité affichée, parce que la modernité, bon, on en a parlé, elle est quand même très subtile. Je pense que ça ne présentait aucun intérêt en fait. Donc, c'est un cinéma qui n'est pas vertical. Quand on est chez Bergman et quand il y a de la famille, il y a de la verticalité, il y a du péché, il y a de la punition, il y a de la violence, etc. Et de la culpabilité. Là, pas du tout. On est vraiment à l'horizontale du tatami. Donc, je pense que la nouvelle vague, ça ne devait pas beaucoup les intéresser ou les attirer. Peut-être que pour des histoires de circuits commerciaux, de production, etc., ça n'arrivait même pas jusqu'à eux. Je ne sais pas trop, mais ça ne m'étonne pas finalement. Et donc, vous savez, c'est une œuvre modeste en fait. Mais ce sont ces œuvres modestes qu'on redécouvre après comme des trésors qu'on a loupés et qui sont incroyables. Et quand je regarde Ozu, moi j'ai l'impression d'être devant les tableaux de Chardin finalement, c'est-à-dire ces natures mortes qui ont l'air un peu modestes et qui ne semblent rien dire du monde et qui pourtant sont extrêmement poignantes, magnifiques et qui disent beaucoup sur l'histoire de l'art donc, et sur la représentation. Mais c'est un peu cet effet-là que me fait Ozu ou quelqu'un comme Morandi, par exemple, qui voilà, sont des œuvres modestes, confinées, enfermées, vraiment dans la maison. Presque fade. Un peu fade, un peu terne, sans relief, sans accident apparent, mais qui pourtant disent beaucoup quand on les regarde vraiment intimement et attentivement. Ouais, c'est ce que vous dites dans le livre. Pardonnez-moi cette question, c'est un peu une question de la cuisine interne, mais ça m'intéresse, je suis très très curieux. Lorsque vous avez commencé donc cette correspondance, ce que l'on voit dans le sommaire, c'est vraiment vous avez respecté la chronologie, l'ordre des films que vous avez questionnés. Ouais. Elle est complètement incohérente parce qu'on n'a pas arrêté de voyager dans la filmographie sans se dire soyons chronologiques. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on aurait été plus, peut-être ça nous excitait plus de tirer un peu comme à la pêche dans les foires. Les enfants, ils ont un truc, ils essaient de pêcher avec leur truc, tu sais, un rond ou un petit canard, je sais pas. Non, on a vraiment joué. Allez, on se jette à l'eau comme des canards, des petits canards, mais on ne respecte pas l'ordre établi qui est la chronologie. Voilà. Nathalie avait un peu de difficulté avec les films muets, j'ai essayé de la secouer un peu, parce que tout à l'heure elle parlait de Murnau avant qu'on commence cette émission, mais le muet fait partie de l'histoire du cinéma. C'est pas un choix d'avoir fait des films muets, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire. Et il en a fait beaucoup des films muets, et on n'en connaît que quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je crois, au fil de notre conversation, je répète, c'est un livre de conversation intime et amicale et surtout pas prétentieuse, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence dans l'œuvre. Voilà, c'est une œuvre d'une grande cohérence. En fait, ce qui est très drôle au début, c'est que, et peut-être que je me trompe, mais au tout début du livre, il y a deux styles complètement différents. Et j'aime bien parce qu'à un moment, vous, Serge, vous vous sentez peut-être obligé de contextualiser, de bien décrire comme une fiche technique. Et puis progressivement, il se passe quelque chose qui fait que, et c'est la question peut-être que je vais vous poser, c'est qu'à un moment ou à un autre, que vous le vouliez ou non, vous vous influencez aussi dans la manière de lire. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser et j'ai envie de dire, plutôt Serge, vous lâchez vraiment. Et là, ça devient vraiment pas encore plus passionnant. Vous avez absolument raison, vous touchez juste, parce que, je vais vous faire une confession, un aveu, c'est que ce que Nathalie m'envoyait par mail, c'est sa vision des films m'a énormément stimulé. Je me disais, elle est plus forte que moi parce qu'elle n'a pas besoin de raconter l'histoire. Moi, j'ai un peu ce défaut d'ancien critique tenu par le contrat moral que je m'étais inventé avec mes lecteurs quand j'étais critique de cinéma, de raconter un peu le scénario pour que les gens s'accrochent au wagon. Dans un livre, c'est elle qui a raison. Donc elle m'a un peu
gentiment forcé à un peu dépasser ce stade un peu qui est assez stérile, voilà. Et je vous le dis, j'ai beaucoup admiré ce que Nathalie envoyait, donc j'ai essayé de me mettre à sa hauteur. Je suis pas sûr, je pense pas y être parvenu parce qu'elle est romancière, elle écrit, je trouve, magnifiquement, et du coup, c'est le petit Serge s'est mis à essayer de grimper l'échelle pour se passer à hauteur. Mais c'est vrai, merci de faire cette remarque parce qu'elle est juste, elle est sincère. Mais non, mais parce qu'on ne vient pas du même endroit. C'est-à-dire que Serge, oui. il a une habitude professionnelle qui n'est pas du tout la mienne. Et en effet, il est tenu à des contrats d'information vis-à-vis de son public, etc. Et forcément, ça crée une déformation professionnelle dont il est difficile de s'émanciper. Mais je trouve qu'il l'a fait quand même. Et peu à peu, il y a une liberté de ton qui se prend, il y a une intimité qui gagne. Et il arrive tout à fait à se mettre dans un dialogue où l'histoire du cinéma fait un pas de côté, disons. Donc, c'était un exercice, mais aussi intéressant pour moi, parce que moi, j'ai peut-être la fâcheuse habitude de me libérer complètement du récit d'origine. T'as raison. Enfin oui, et après, je me dis peut-être que pour les gens, il faut aussi donner quelques repères. Donc, j'ai aussi appris de ça, mais peut-être que, voilà, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il y a Voyage à Tokyo est un film qui a cristallisé, pour moi, et je pense aussi un peu pour toi, oui, qui a cristallisé, si vous voulez, ce désir que vous signalez très bien, de se mettre à nu un peu, quoi. C'est un film qu'on connaît, c'est sans doute un des films de Ozu qu'on connaissait le mieux en France, à Paris, parce qu'il était sorti en salle en 1978, dans mon souvenir, et que, voilà, je l'avais vu, on avait mis la photo en couverture des cahiers du cinéma à l'époque. Dané était rédacteur en chef. Bon, c'est un film qui nous avait marqué. Mais l'ayant revu plus récemment, ayant perdu toi ta mère, moi la mienne, ma compagne, etc., c'est un film qui a résonné de façon beaucoup plus profonde en moi. Et c'est un film qui vous oblige, qui vous appelle à vous mettre un peu à nu vous-même. C'est pas un film qu'on analyse comme un pur critique de cinéma. C'est un film qu'on vit. On vit les sentiments, on vit l'épreuve de la mort de la mère dans Voyage à Tokyo. Et puis non seulement la mort de cette femme merveilleuse, mais aussi elle meurt en ayant été un peu déçue par ses enfants, vous voyez. Et je dirais sauvée par sa belle-fille, elle-même veuve. C'est Tsukura encore, l'actrice. Donc oui, il y a un fil à la fois narratif, affectif, traumatique qui est si on le saisit pas, on passe à côté, quoi. Voilà. Donc là comme on s'écrivait, on savait même pas si ça deviendrait un livre, ça l'est devenu grâce à Anne Bourguignon et aux éditions Arléa, mais là on se parle d'un homme à une femme, d'une femme à un homme, parce qu'on est concerné, vous voyez, on est touché, voilà. Et ça c'est bien. C'est pas une écriture cinéphile savante, c'est une écriture de gens concernés. Vous voyez. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur Voyage à Tokyo. Voilà, personne. Ouais, non, personne. Et donc, dans Voyage à Tokyo, c'est évidemment le thème central, c'est la mort annoncée de cette mère, mais c'est surtout le travail de la déception qui produit cette mort. Et en fait, c'est l'autre thème, et je dirais que c'est le thème négatif des relations familiales. On parlait tout à l'heure de l'attachement profond duquel il est difficile de sortir. Mais l'envers de ça, c'est aussi la déception des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, c'est un thème qui est pas très facile à aborder, que certains cinéastes abordent autrement. Mais chez Ozu, c'est obsessionnel, en fait. C'est qu'on attend beaucoup de ses enfants, on attend un prolongement dans la vie de ses enfants, on attend une reconnaissance, on attend une consécration. Et il y a beaucoup de films d'Ozu qui racontent la déception, la cruauté de ce que deviennent les enfants, parce qu'ils se détachent des parents, mais aussi parce qu'ils ne donnent pas ce qu'on attendait d'eux. Et ça, c'est évidemment crucial dans les relations parents-enfants. Et ce qui est très beau, c'est que Ozu n'a pas eu d'enfant et qu'il est quand même éminemment capable de parler de tout ça. Sans doute, il a été un fils et il a son point de vue. Il a été un fils. Il a été un fils. Et quel fils, maman, ouais, et quel fils, parce qu'il n'a jamais quitté sa mère jusqu'au bout. Mais il a quand même une justesse de point de vue sur les relations de postérité, je dirais, qui sont celles d'une progéniture,
qui est poignant parce que il y a que les grands qui arrivent à ça. Par exemple, je pense à Philip Roth qui raconte très bien aussi ces histoires-là sans avoir eu d'enfant lui non plus. Mais ça, c'est voilà, c'est l'intelligence de ces artistes qui arrivent à capter ce qui se passe hors d'eux. C'est un cinéaste de l'amertume aussi. Mm. Il y a une légère amertume qui est peut-être liée au goût du thé. C'est quoi Le thé vert. le thé vert? Je ne sais pas. Il y a une légère amertume dans l'œuvre d'Ozu. Peut-être parce que on le savait pas marié, vivant avec sa maman. On lui suppose, c'est peut-être vrai, une passion amoureuse avec Setsuko Hara, son actrice fétiche. J'espère que c'est parce qu'elle était sublime et merveilleuse et irradiante de beauté et de douceur. Mais ce parfum d'amertume qui parcourt son œuvre nous a beaucoup interpellés aussi, quoi. Son rapport à la modernité, son rapport à la tradition, ces trains qui partent, on sait où, ces gens qui vont travailler tous habillés pareil, hein, avec la chemise blanche, le pantalon noir, les hommes et les femmes sur les quais de gare qui se parlent comme des collègues ou qui prennent leur vélo et qui vont vers la mer, ça c'est bouleversant de beauté, quoi. Mais c'est comme s'il avait appréhendé la vie de ces personnages en leur donnant le maximum de chance, mais en sachant lui-même qu'il y a peut-être au bout un échec, ou quelque chose qui ne se réalise pas, qui ne s'accomplit pas totalement, comme peut-être sa propre vie d'homme. Comme artiste, je pense le contraire, il a accompli une œuvre, et tout ça fait que c'est très stimulant pour nous, quoi. Observateurs occidentaux et à la fois neutres et bienveillants envers lui, on s'est, je crois, Nathalie et moi, extrêmement enrichis en faisant cette conversation. On a aimé cette conversation parce que cet objet qui est Ozu, cinéaste disparu il y a 60 ans, tout d'un coup, on se l'est approprié, vous voyez, librement. Et on a essayé de raconter quand même, comme dit Serge, il y a de l'amertume. Moi, je dirais qu'il y a même de la mélancolie et que, en fait, c'est un tragique Ozu. C'est-à-dire qu'il y a de la tragédie dans tous ces films, mine de rien. C'est-à-dire, à l'occasion de ces histoires de famille et de ces comédies de la modernité, il y a quand même du tragique qui affleure sans arrêt, et de la perte, et du deuil, et voilà, et de la condition humaine. À la fin du livre, Serge Dumiana, vous écrivez que, enfin, c'est en épilogue, on sent une certaine déception finalement de terminer cette histoire et peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. On sait pas, enfin, je sais pas, mais en tout cas, personnellement, j'ai très envie de vous lire sur d'autres cinéastes aussi. Mais à un moment, vous dites quelque chose de très très beau. Vous dites à Nathalie que eux aussi, en parlant des personnages, des acteurs, actrices des films de Zou, que eux aussi nous ont vus. Mais vous n'avez pas pensé aux lecteurs et lectrices qui vous ont vus peut-être eux aussi. Parce que je vais vous faire une confidence, pour des raisons qui me dépassent. Je vous voyais tous les deux dans une espèce de salle d'embarquement. Dans deux aéroports différents et vous vous envoyez comme ça des mails où vous parlez d'Ozu. C'est très, très... En fait, voilà, nous aussi, on vous voit, en fait, vous écrire. Merci, c'est un compliment. C'est un super compliment. C'était un peu moins romanesque que ça, parce qu'on était en plein confinement. On était chacun dans un appartement, mais pourquoi pas, ouais. En tout cas, je répète, Ozu et nous, le titre est très important, Ozu et nous. C'est Nathalie Azoulay, Serge Toubiana, c'est édité chez Arléa. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez aussi le lien pour pouvoir vous procurer ce livre. Et peut-être qu'on va trouver une autre idée de conversation sur, je sais pas. On va chercher. 3 points de suspension. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'être venus pour parler de ce livre. C'était vraiment très sympathique. Vraiment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.